Aimez-vous les enfants? Et je suis père de famille. C'est un premier point. Et j'en ai assez vu dans mes recherches pour savoir ce que vaut l'enfant. Je me rappelle, le tout début de mes recherches, c'était à Paris, dans le laboratoire de Binet, où Binet était mort et Simon n'y travaillait plus parce qu'il était ailleurs. J'ai eu donc pour moi un laboratoire vide, sans voisins et avec toute une école à disposition. Et j'ai commencé à mon idée comme j'ai pu. Et alors, pendant la récréation, je voyais deux gosses qui parlaient de moi, parce que l'un me désignait du doigt de loin. Alors je l'ai fait venir après, en lui demandant de me dire exactement ce qu'il a dit de moi. Je lui ai promis de ne pas me fâcher, qu'il me dise exactement, quoi, quelle que soit la formule. Alors, il était vaguement gêné, mais enfin, il s'est exécuté. Il m'a dit, je lui ai dit, il est rigolo, ce type. Eh ben, j'ai vu le gage du succès de la méthode. Si le contact est possible avec l'enfant et qu'il trouve intéressant ce que je lui demande, c'est qu'il y a possibilité de continuer. Qu'est-ce que vous foutez? Il y a un canton. Regarde, il te regarde le cygne, hein? Il aimerait manger quelque chose. Je sais, du pain sec. Comment il fait pour rester comme ça sur l'eau, le cygne? Mais parce que... Pour ne pas couler. Parce qu'avec ses pattes, il... Avec ses pattes. Voilà, Oui. il bouge ses pattes, puis il reste sur place. Ah ah. Puis les bateaux à côté, comment ils font pour rester sur l'eau? Ils sont attachés. Oui, avec mais des ils n'ont chaînes. pas de pattes, les bateaux. Quoi? Ils ont des pattes, les bateaux? Les pattes, non. Des pattes, non. Et comment ils font pour rester sur l'eau, pour ne pas couler? Eh ben, ils ont un moteur dedans. Mais les moteurs, ils sont arrêtés en hiver. Ouais, oh, Oui. Et comment ils font pour rester quand même sur l'eau, pour flotter toujours? pour flotter Parce que le toujours. moteur, il ne marche pas, le moteur. Mais là, ils ont attaché des chaînes. Des chaînes. Hein? Et quand il veut couler, il coule un tout petit peu. Il coule un tout Ouais. petit peu. Parce Et que alors, ça, si c'est on- leur soutien. Oui. Si on détache les chaînes, ça va couler. Oui, ça coule. Ça va couler au fond de l'eau. Oui, au fond. Puis si je jette ce caillou dans l'eau, il va couler. Bien sûr. Oui. Bien sûr Ouais. qu'il coule. Et comment ça se fait que le caillou il coule et puis le bateau il coule pas? C'est parce que le caillou, c'est moins lourd que le... C'est moins lourd que le bateau. Bateau. Oui. Alors les choses toutes légères, elles vont couler. Ouais. Et les choses lourdes, elles restent sur l'eau. Non, les choses toutes légères restent sur l'eau. Toutes légères. Par exemple, du pain, ça reste sur l'eau. Oui. Mais le caillou, il est léger, il sent, il est léger. Oh, il n'est pas si léger que ça, je le jette dans l'eau. Oui, si tu veux, jette-le. Il coule, tu vois. Et pourtant, il est quand même beaucoup plus léger que ce grand bateau-là. Comment est-ce qu'il fait le bateau alors? On va pas couler. Le bateau, quand il coule pas, je te... Quoi? C'est parce qu'il est lourd ou bien? Je sais pas, parce que peut-être qu'il se retient. Il se retient. Peut-être qu'il tient sur l'eau. Oui. Mais le sucre, chaque fois qu'on le met dans quelque chose, bien sûr qu'ils font. Ils font. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Mais il reste quand même dans le thé ou bien? Mais oui, Mais qu'est-ce qui reste dans le thé? Le sucre ou seulement le goût? le goût et le sucre. Le sucre aussi. Oui, Attends, on va voir. Hein? On va mettre le sucre ça comme je ça. peux le mettre. Oui, mais là. Tu vas Voilà. les voir. On le voit. Puis maintenant, tu remues. Renu. Remue. Comment on dit? Remue. Renuer. Renuer. Renifler. Renuer. Remuer. Et tu vois, on les voit plus. Voilà, on ne les voit plus du tout. Où est-ce qu'elles sont allées alors, toutes les petites graines de sucre? Mais écoute, elles ont fondu maintenant.
Elles ont fondu, donc il n'y a plus? Non. Il n'y a plus de sucre dedans? Non, mais on sent le goût. Ah, on sent le goût, mais les petits morceaux, ils sont tous partis. Oui. Alors maintenant, tu essaies de boire et tu verras, ce sera sucré. Oui, tu crois? Alors, on boit. Et il fait comment pour voler, l'avion? L'avion, ben, je sais pas, moi, il a un moteur. Il a un moteur, oui. Bah, Et évidemment. ça suffit pour voler? Mais il faut encore qu'on ait les clés, qu'on puisse conduire, non? Ah oui. Mais alors une voiture, elle a un moteur aussi, hein? Mais bien sûr. Oui. Et pourquoi les voitures, elles volent pas alors? Et parce qu'elles volent pas des voitures, elles ont des roues. C'est comme les avions, mais elles volent pas. Elles ont pas des trucs comme ça. Ah, des trucs comme ça? Oui, bon. Des ailes. C'est des ailes, oui. Alors les avions, ils volent parce qu'ils ont des ailes? Oui. Mais non, c'est parce qu'ils ont un moteur. Ben oui. Ben, un moteur qui fait voler. Oui. Ah. Et les voitures, ils ont un moteur qui fait pas voler? Bien sûr. Mhm. Puis les oiseaux, comment ils font pour voler? Ils ont Oh, pas de les moteur? oiseaux, ils ont des ailes qui bougent. Bon. Ah. On n'a pas de dire. Non, tu Mais n'as après- pas vu des oiseaux qui volent, non? Mais oui, on en entend, Alors pourquoi regarde, tu me là, les demandes encore oiseaux. ça? Oui. Et si on faisait un avion avec les ailes qui bougent? Eh ben, ils pouvaient pas voler. Il pourrait voler quand même. Non, Pourquoi non. pas? Parce qu'ils pourraient pas. C'est comme ça. Pourquoi elle tourne? Je sais pas, à cause du vent. C'est le vent qui l'a fait tourner? Bien sûr, c'est du vent. Ah. Puis le vent, ça vient d'où le vent? Le vent, ça vient des arbres. Des arbres? Oui, bien sûr, monsieur. Comment ça? Explique-moi, comment ça vient des arbres? Mais quand les arbres se balancent, Ils font du vent. bien sûr. Si le monde a froid, c'est à cause du vent. Et puis comment ça se fait que les arbres se balancent? Pourquoi ils se balancent? Mais parce qu'ils ont envie de se balancer, je sais pas moi. Ah, ils ont envie de se balancer pour nous faire du vent à nous? Oui? Oui? Oui. Ah. Puis les nuages? Les nuages? Les nuages, elles font du vent aussi ou pas? Non. Regarde Non. l'avion là. Oh, il y a un petit avion qui va partir aussi. Non, il vient. Contrairement à pas mal d'autres psychologues, il pose des questions bêtes, en fait, bêtes pour nous. Puis en plus de ça, il s'intéresse aux réponses fausses des sujets, des enfants. Des questions bêtes parce que si vous demandez à quelqu'un dans la rue si on prend deux baguettes égales, puis on les déplace dans l'espace, on en met une plus loin, l'autre plus près, et vous demandez si les deux sont toujours longs, la même chose, ben, un adulte va vous dire, mais enfin, évidemment, quoi, c'est quoi comme question? Alors que pour le gosse, c'est pas du tout évident, et lui, il va se poser des questions par rapport à ça. Donc une question qui, à l'adulte, apparaît bête, ce n'est pas nécessairement le cas pour l'enfant. Et puis deuxièmement, s'intéresser aux réponses fausses, ça veut dire essayer de comprendre quel est le raisonnement propre à l'enfant, sa propre vision du monde. Et toute la partie qui dépasse, là... Vous servez presque jusqu'au bout, vous servez jusqu'à là. Oui. Vous savez Non, les mais préparer? disons, elle était en dehors de la balance, cette partie-là. Ah bon, Oui. vous croyez ça? Oui. Mais non. Non, non, Pourquoi tout, ça ça se pèse... c'est complet comme ça. Oui. Vous voyez? Même si ça dépasse, ça fait Bien sûr, rien. même si ça dépasse. Bon. Vous êtes en train de me chicaner là. Je crois que celle-là, elle va être en bas. Être en bas, pourquoi? Tu peux m'expliquer pourquoi? Parce qu'on dirait qu'il y a plus, mais il n'y en a pas plus. Et puis, elle est plus lourde parce qu'elle est longue. Oui, et puis pourquoi tu crois qu'elle va aller en bas? Parce qu'elle est un peu plus lourde que ça, peut-être. Et pourquoi elle serait plus lourde, tu penses? Si on la met dessus, Parce puis on qu'elle est pèse. longue. Et puis si on veut avoir de nouveau le même poids, qu'est-ce qu'il faut faire, tu crois? Mais il faut la remettre en boule. Faut la remettre en boule. S'inspirant souvent de la réalité quotidienne, de telles situations expérimentales n'ont pas pour but de juger les capacités intellectuelles des enfants,
mais de mettre à jour les étapes de formation de l'intelligence de la naissance à l'adolescence. Si je la mets sur la balance, est-ce qu'elle va peser la même chose que la boule, ou bien elle va peser plus, ou elle va peser moins? Qu'est-ce que tu crois? Moins. Pourquoi tu crois? Parce qu'elle est un peu plus mince. Ce n'est pas pour eux-mêmes que vous avez étudié les enfants au départ. Ah ben, j'ose avouer que non, c'était, quel que soit l'intérêt que je puisse avoir pour l'enfance, l'enfant était pour moi avant tout l'objet, l'être dans lequel se construisent les fonctions cognitives, les fonctions de connaissance, dont on ne voit que chez l'adulte les résultantes, alors qu'il s'agit d'atteindre les mécanismes constructifs. Et l'enfant, à cet égard, est étonnant comme domaine d'expérience. Avant le langage, déjà pendant les 18 premiers mois à peu près, il y a une masse infinie d'élaboration, de construction dont on peut suivre le détail par observation minutieuse. Comment définissez-vous l'intelligence? L'intelligence, c'est l'adaptation à des situations nouvelles au point de vue fonctionnel et au point de vue structural. L'intelligence consiste à construire des structures opératoires. Et j'appelle opération une action intériorisée, mais une action susceptible d'être généralisée et surtout susceptible d'être inversée, d'être réversible. L'addition, par exemple, correspond à la soustraction. Additionner, au début, c'est une action matérielle, c'est réunir des objets, mais réunir, on peut les dissocier, ça devient donc une opération réversible et généralisable. Alors quels sont les mécanismes généraux qui rendent ces opérations possibles? Si l'opération dérive de l'action, comme je le suppose, il faut partir du mécanisme de l'action, et on constate que dès le niveau sensorimoteur, c'est-à-dire avant le langage, une action est toujours solidaire de ce que j'appellerais un schème d'action, c'est-à-dire qu'elle peut se répéter, elle est généralisable par certains de ses aspects. Alors, un tel schème est essentiellement adapté à des objets, puisqu'il y a eu action au point de départ. Et cette adaptation comporte deux pôles, que j'appellerais l'assimilation et l'accommodation. L'assimilation, c'est le fait d'intégrer de nouveaux objets dans le schème de l'action antérieure. Par exemple, un enfant, un bébé de 1 an, découvre qu'en tirant sur une couverture, il peut rapprocher de lui l'objet qu'il désire et qui est à l'autre bout de la couverture. Et il va, en présence de autre chose qu'une couverture, un coussin, un carton quelconque, l'utiliser également comme support qu'on peut tirer. J'appellerais ça de l'assimilation. La situation nouvelle est assimilée aux situations antérieures qui ont donné naissance au schème. Mais une assimilation n'est jamais, ou du moins exceptionnellement, une répétition intégrale. Si la situation est nouvelle, il faut modifier tant soit peu le schème. Et alors j'appellerais accommodation le fait que la situation nouvelle ou l'objet nouveau oblige à certaines modifications du schème. Par exemple, le schème de la préhension, quand le bébé commence à prendre ce qu'il voit devant lui, il fera d'autres mouvements pour prendre un gros objet ou un petit objet. Ça, c'est de l'accommodation à la situation présente. Assimilation, accommodation, ce sont des termes plus biologiques que psychologiques. Oui, mais c'est que l'intelligence étant une adaptation, c'est un cas particulier de l'adaptation biologique. La naissance n'est pas un commencement absolu et le développement de l'intelligence ne part pas d'une table rase. Ainsi faut-il remonter le cours de l'évolution biologique pour en trouver les sources. Tout organisme vivant intègre en les transformant les substances qu'il prélève dans le milieu ambiant et qui sont nécessaires à sa croissance. Mais il doit s'accommoder en retour aux conditions offertes par ce même milieu. De même, la jeunesse de l'intelligence apparaît-elle comme une adaptation toujours plus précise à la réalité, comme un équilibre chaque fois détruit et chaque fois retrouvé entre l'homme et l'univers. Toute l'évolution de l'intelligence peut s'exprimer, s'analyser en termes
d'équilibration. Je dis bien équilibration et pas équilibre, parce qu'il n'y a jamais un équilibre final qui serait un repos définitif, sans quoi on ne penserait plus. C'est toujours un processus, et un processus qui va d'un équilibre moins bon à un équilibre meilleur. Le développement de l'intelligence est une construction continue, comparable à l'édification d'un vaste bâtiment qui, lors de chaque adjonction, serait plus solide, ou plutôt au montage d'un mécanisme subtil dont les pièces atteindraient une souplesse d'autant plus grande que leur équilibre deviendrait plus stable. Quelles sont les principales étapes du développement de l'enfant? Alors, vous avez le niveau réflexe. Ensuite, vous avez par assimilation au schème réflexe, donc par intégration d'objets nouveaux, la formation d'habitudes nouvelles. Par exemple, sucer son pouce, qui est un dérivé du réflexe de la tétée et de la succion, ça va sans dire. Et puis après les premières habitudes, vous avez le moment où se coordonnent la vision et l'appréhension, ce qui permet à l'enfant de manipuler les objets et de découvrir par assimilation des propriétés. Puis ensuite, vous avez la découverte de moyens nouveaux et puis finalement le début de la compréhension immédiate de certaines situations nouvelles. Alors là, le langage devient possible et commence une seconde période, vers 1 an et demi, 2 ans, qui est ce que j'appellerais la période représentative, parce que cette fois, c'est plus simplement de l'action sensorimotrice, donc perception et mouvement, et un point, c'est tout, mais il y a en plus l'intériorisation des actions sous forme de représentation, de pensée, mais une pensée qui, entre 2 et 7 ans en moyenne, reste préopératoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les opérations dont nous parlions tout à l'heure, et ça se manifeste à toutes sortes d'indices, en particulier les non-conservations. Par exemple, quand vous versez un liquide d'un récipient d'une certaine forme dans un récipient plus élevé et plus mince, ben, l'enfant va croire qu'il y a plus de liquide qu'avant. Il n'a pas la conservation de la quantité de matière, faute d'opération réversible. Il ne voit pas que chaque modification dans un sens est compensée dans l'autre, ce qui augmente en hauteur, diminue en largeur, etc. Regarde bien ce que je fais maintenant, Sylvain. Maintenant, si moi je bois le sirop vert et toi le sirop rouge, est-ce qu'on boit tous les deux la même chose de sirop ou est-ce qu'il y en a un qui boit plus? Il y en a un qui boit plus. Dis-moi, qui c'est qui boit plus? Celui-là, c'est moi qui bois plus. Comment tu sais, Sylvain? Pourquoi? Je vois. Au niveau des opérations, il va découvrir tout ça, et alors entre 7 ans et 11-12 ans, vous avez une grande période extrêmement fructueuse au point de vue de l'intelligence, qui est la formation de toutes les opérations que j'appellerais concrètes. C'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent qu'en présence d'objets manipulés par l'enfant lui-même ou bien dont les manipulations sont faciles à imaginer. Regarde maintenant ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Est-ce qu'on a autant de sirop rouge qu'il y a de sirop vert, ou bien est-ce qu'il y a plus de rouge ou plus de sirop vert? Est-ce qu'on a la même chose beaucoup à boire? Oui, toujours la même chose. Toujours la même chose. Comment tu sais? Parce que les deux verres, ils étaient la même chose. Vous avez versé celui-là là-dedans, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Avant, on avait vu que c'était la même chose. Mais regarde là, ça monte beaucoup. Là, ça va jusque là, le niveau. Là, ça dépasse. Ouais, parce que ça, c'est plus fin, puis ça, c'est plus gros. Et alors, enfin, vers 11-12 ans, vous avez une 4e grande période que j'appellerais celle des opérations formelles, et où l'enfant peut raisonner sur des hypothèses exprimées verbalement, et plus seulement sur des objets qu'il manipule. Alors, en gros, vous avez 4 grandes périodes avant le langage, de 2 à 7 ans préopératoires, de 7 à 11 opérations concrètes et finalement opérations formelles.
Dans cette clinique, avec M. de Ajuria-Guerra, nous avons particulièrement étudié la perte des capacités cognitives, en particulier avec les maladies du grand âge. Et alors, on voit cette chose d'abord stupéfiante, la première fois qu'on l'observe, ces malades progressivement repasser par les mêmes stades génétiques qu'ils ont passés au moment de la genèse de leur connaissance, une espèce de rétrogenèse ou de genèse à l'envers, avec d'ailleurs les mêmes arguments verbaux, ce qui montre bien qu'on a affaire aux mêmes structures, ce qui ne veut pas dire bien sûr que les mécanismes sous-jacents soient les mêmes que ceux de l'enfant normal. Dans une perspective analogue, on a étudié la logique des sourds-muets en adaptant les épreuves piagétiennes. On a retrouvé les mêmes stades d'évolution que chez l'enfant normal, avec un retard de 2 ans environ. Il n'y a donc pas de véritable carence intellectuelle. Ce n'est pas le langage, mais l'action qui est source de la logique et des opérations. Est-ce que l'on peut avancer l'âge d'acquisition des stades du développement? Ah ben vous me posez la question que j'appelle la question américaine, parce que jamais en Amérique je ne fais une conférence sans qu'on me demande si on peut accélérer mes stades. Alors ma réponse est toujours la même. Est-ce qu'il y a avantage à accélérer, ou bien est-ce que la durée de succession, de formation joue un rôle? Est-ce qu'il n'y aurait pas une durée optimale? Alors là-dessus, un psychologue américain, Grobert, a repris mes expériences sur l'objet permanent chez les petits chats. Et il a découvert que le petit chat arrive à 4 mois au niveau que le bébé de l'homme n'atteint que vers 9 mois. Ben voilà une belle accélération, ça devrait vous réjouir. Mais à quoi elle sert? Ben, le petit chat, il n'ira pas beaucoup plus loin, tandis que le bébé, il va continuer toute sa vie s'il est un chercheur, ou au moins jusqu'à son adolescence, et ira beaucoup plus loin. Ce qui donne à penser qu'il y a, je dirais pas une durée, mais une vitesse optimale. Quand vous écrivez un livre, ben, si vous le faites trop vite, c'est pas bon. Si vous le faites trop lentement, c'est pas bon non plus. Il y a certainement une vitesse optimale dans l'organisation des idées, et ça doit se trouver à coup sûr dans le développement. Malheureusement, nous ne la connaissons pas. Revenons au nourrisson. Comment celui-ci voit-il le monde qui l'entoure? Ben, il le voit d'une manière curieuse. Le monde est entièrement centré sur son corps propre, ce que Freud appelle le narcissisme. C'est un narcissisme sans narcisse. Autrement dit, l'enfant a beau centrer tout sur lui-même, il ne se connaît pas lui-même à titre de sujet. Et il y a encore indifférenciation complète entre le monde intérieur du sujet et le monde extérieur des objets. Et alors, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas non plus d'objet permanent. C'est-à-dire qu'un objet qui est visible, ben, il existe tant qu'il est visible. Dès que vous le faites disparaître derrière un écran, l'enfant a beau avoir déjà la main tendue dans la direction de l'objet, au moment où il ne le voit plus, il retire la main comme s'il était résorbé dans le tableau suivant. Alors c'est un univers. L'univers initial est à la fois sans sujet et sans objet. Tu le recules un peu. Vas-y, c'est bon. Tu le tiens? Prête-le-moi. Ouais. Cache pas. Tu le tiens, ouais. Cache pas. Non. Non.
cherches, on te cherche. Cherche-la. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à étudier l'objet permanent pour la première fois? La première fois, c'était un hasard heureux. J'étais à Paris chez ma grand-mère en train de travailler dans une grande salle et on m'avait confié à surveiller un bébé qui était un petit cousin et il s'amusait il marchait à moitié debout, à moitié à quatre pattes et il s'amusait avec une balle. Alors la balle, à un moment donné, a roulé sous un fauteuil. Il est allé la chercher, pas de problème, parce qu'elle était visible. Après quoi, la balle a roulé sous un canapé qui était bas avec des franges. Il l'a cherché là, mais comme on n'y voyait rien sous le canapé, il ne l'a pas vu. Alors je l'ai vu se relever et sans hésiter aller directement au fauteuil pour retrouver la balle sous le fauteuil, puisqu'une fois elle avait été sous le fauteuil. Alors, c'est un début de permanence, c'est entendu, mais encore lié à l'action propre, l'objet est là où l'action a réussi, et indépendamment du groupe des déplacements dont je parlais tout à l'heure. Alors, je me suis dit, quand j'aurai des enfants, la première chose à faire est d'étudier les étapes de cette permanence de l'objet qui n'a pas l'air inné du tout, comme elle l'est chez certains animaux, mais qu'il s'agit de construire. Cette scène, des centaines de milliers de gens l'avaient vue avant vous. Et ils n'en avaient rien tiré. Ah ben écoutez, le hasard ne fait jamais rien en science si on ne se pose pas des problèmes. Le hasard est instructif dans la mesure où on a des questions préalables. Il en va donc du chercheur comme de l'enfant pour lire le réel. Ah bien entendu. Il faut l'intégrer dans bien les entendu, structures. n'est-ce pas? C'est pas la pomme qui est tombée à côté de Newton qui a produit la gravitation, sans quoi Adam aurait déjà pu la découvrir en voyant tomber des pommes. L'intelligence propre aux 2 premières années de la vie ne porte que sur la coordination des actions, elle n'est que pratique. Le primate se situe sans doute à ce niveau. Des expériences classiques du même type que celle-ci ont montré que le chimpanzé est parfaitement capable d'utiliser un bâton comme moyen terme pour atteindre la banane convoitée. Tout comme le bébé de 10 mois, il sait aussi retrouver une bille dissimulée sous un écran, malgré les inversions de position. Les débuts donc sont prometteurs, mais ensuite tout se bloque, il n'ira pas plus loin. Ce qui lui manque, c'est la fonction sémiotique. Grâce à l'image mentale, au langage, le bébé va pouvoir intérioriser ses actions sous forme de pensée, et cette possibilité de représentation lui ouvrira des perspectives presque illimitées. Le primate, quant à lui, reste à la frontière. C'est pour lui d'ailleurs que ce dispositif a été imaginé avant d'être étendu aux enfants. Dans cette situation, la découverte de l'objet caché sous un écran pose des problèmes complexes et exige une sorte de reconstruction. S'il n'y a que 2 boîtes disposées symétriquement sur le cylindre, l'enfant peut en suivre les déplacements. Aussi n'éprouve-t-il aucune difficulté à retrouver la bille. Mais avec 3 boîtes trop rapprochées, la référence perceptive n'est plus possible et l'enfant doit se représenter les positions relatives des boîtes les unes par rapport aux autres, ce qui n'est guère possible avant 3 ans et demi, 4 ans. Même si l'on place la bille dans la boîte du milieu, cet indice absolu pour l'adulte n'en est pas un pour lui. Ainsi, la notion d'un objet situé entre 2 autres, si primitive soit-elle, n'a rien d'inné et doit être construite. Si on a un questionnaire standardisé, posé d'avance, et né variéture comme bien des auteurs, on trouve ce qu'on cherche, c'est-à-dire les questions que se posait l'expérimentateur, et on ne sait pas tout ce qui peut se passer dans la tête de l'enfant et qui est en marge des questions qu'on a posées. Par conséquent, pour étudier l'enfant, il faut une méthode beaucoup plus souple, qui est voisine de la méthode clinique des psychiatres, n'est-ce pas? Faire causer le sujet, le suivre dans chacune des directions qu'il adopte, et puis le suivre aussi loin que possible, et surtout si cette direction est imprévue pour vous.
et se garder d'avoir un questionnaire standard sans qu'on ne trouve jamais rien de neuf. Mais ce qui vous intéresse, ce ne sont pas les performances. Ben si, les performances, mais c'est surtout le processus qui y conduit. Alors ce processus, le test n'atteint que les performances, tandis qu'une méthode de conversation libre permet d'atteindre les processus, de voir comment l'enfant invente, souvent en cours d'interrogatoire sous vos yeux même. Tu veux faire un jeu avec moi? Oui. Hein? C'est quoi tout ça ici? Des puces. Oui, des puces? Oui. Hein? Chez bébé, on en a chez D'accord. ma mémé. Des grosses puis des petites. Très bien, regarde bien ce que je vais faire. Tu as vu? Tu sais ce que tu vas faire toi maintenant? Tu vas mettre autant de puces rouges sous les puces bleues. La même chose beaucoup, hein, qu'il n'y ait pas plus de rouge, pas plus de bleu. Si toi, tu choisis les rouges, et moi, je choisis les bleus, est-ce que chacune de nous a la même chose beaucoup que l'autre? Regarde bien. Oui. Oui? Est-ce que pour chaque puce bleue, il y a une puce rouge? Oui. Comment tu sais? Parce que moi, j'en ai mis une. Oui? Alors, pour chaque puce bleue, il y a une rouge? Oui. D'accord. Regarde bien maintenant ce que j'ai fait, hein? Regarde bien. Et maintenant, est-ce qu'il y a la même chose beaucoup de puces bleues que de puces rouges, ou bien est-ce qu'il y a plus de bleu ou plus de rouge? Il y a plus de rouge. Il y a plus de rouge. Comment tu sais qu'il y a plus de rouge? Parce qu'il y en a un qui dépasse l'autre. Mhm. Le rouge. Ouais. Et puis dis-moi, est-ce que pour chaque puce bleue, il y a toujours une puce rouge, ou bien il y a trop de rouge, ou bien pas assez? Qu'est-ce que tu penses? Pour les bleus, il y en a pas assez. Alors, pour les rouges, il y en a assez. Alors il y a plus de rouge ou plus de bleu? Qu'est-ce que tu penses? Plus de rouge. Ou bien la même chose? C'est pas la même chose parce qu'il y a plus de rouge. Et si on veut avoir de nouveau la même chose de rouge que de bleu, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut les mettre comme ça, à côté, puis ça fait la même chose. Tu peux le faire pour qu'on ait de nouveau autant? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Mhm. Maintenant, on a la même chose de nouveau. Oui. Et puis regarde maintenant. Maintenant, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on a autant de bleu que de rouge, ou bien on a plus de bleu, ou bien plus de rouge? Ben, il manque un peu de rouge. Il y a peu de rouge. Pourquoi? Parce que ça fait plus petit que le bleu. Ça fait plus petit que le bleu. Mais dis-moi, Nadine, est-ce que pour chaque puce bleue, ici, on a une puce rouge? Non. Et pourquoi on n'a pas pour chaque puce bleue une puce rouge? Comment tu sais? Bon, parce que il est trop petit. Les puces rouges, ben, on les a mis tous serrés comme des sardines, alors il n'y en a pas pour chaque. Il n'y en a pas pour chaque. Et si on veut avoir de nouveau pour chaque puce bleue une puce rouge, avoir la même chose beaucoup des deux côtés, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut en prendre une puis en mettre. Comment tu vas faire pour avoir de nouveau autant? Certains enfants font appel à leurs connaissances fraîchement acquises de la suite des premiers nombres, mais comme on va le voir, sans en tirer profit. C'est bien. Il y a plus de rouge. Comment tu sais qu'il y a plus de rouge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5. Ouais. Et puis il y a plus de rouge ou plus de bleu? Plus de rouge. Oui. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire si on veut avoir la même chose beaucoup?
de rouge et de bleu, qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il y a un moyen pour avoir la même chose? Oui. Ça va comme ça, on a la même chose de nouveau? Comment tu as fait pour faire la même chose? Je fais ça. Pour Béatrice, le nombre n'est pas encore moyen de comparaison, mais simple récitation. Cela dit, l'attitude de ces enfants est paradoxale. Ils parviennent fort bien à mettre un jeton rouge en regard de chaque jeton bleu et à conclure de cette correspondance terme à terme à l'égalité des deux collections. Mais il suffit d'élargir ou de rétrécir l'une d'entre elles pour que l'enfant, qui a cependant bien vu que l'on ajoute ni ne retranche rien, se mette à nier l'égalité qu'il a lui-même construite. Bref, il y a égalité tant qu'il y a correspondance visuelle ou optique, mais cette égalité ne se conserve pas par correspondance logique. D'où l'intérêt exclusif porté aux frontières et au dépassement, l'enfant ne mettant pas encore en relation la longueur de la rangée et les intervalles entre les jetons. Il n'y a pas encore d'opération rationnelle, mais simple intuition. Bravo, Béatrice. On fait pas cela. Ceux-là, on les a laissés, on a joué seulement avec ceux-là. C'est l'intelligence naturelle de l'enfant qui vous intéresse. Comment parvenez-vous à la distinguer de ce qui est appris, à l'école par exemple? Oh, mais ça, on le voit tout de suite. Dans une interrogation d'enfant, ben, tant qu'il est spontané, il a un tout autre ton, une toute autre allure. Quand il se met à utiliser des notions scolaires, c'est curieux, mais même sa voix change. Et puis, d'après ce qu'il dit, alors on voit tout de suite. Par exemple? Par exemple, nous avions fait des recherches sur ce que devient un morceau de sucre une fois fondu, et ce qui reste sous forme de petits grains dans l'eau, etc. Une réponse fréquente était ça devient liquide. Ça devient des tout petits grains, mais eux se liquéfient. Alors, je me rappelle deux gosses qui avaient des connaissances acquises au dehors. Un m'a dit, je sais bien ce que c'est des atomes. Je dis, très bien, alors qu'est-ce qui devient de ces atomes quand on ne voit plus rien? Ils deviennent de l'eau. Et puis un autre m'a même dit, puis les atomes, il y a encore plus petit, il y a des neutrons. Il connaissait le terme de neutrons, il avait 6 ans, quelque chose comme ça. Je lui dis, parfait, alors ces neutrons, qu'est-ce que ça devient? Ça devient de l'eau. Autrement dit, le vocabulaire était autre, il récitait quelque chose sur ce point, mais ça ne changeait rien à la manière de raisonner. 1, 2, 3. Quoi de plus enraciné dans tous les actes de notre vie quotidienne que la mesure? Quoi de plus naturel en somme? Pourtant, savoir reporter un étalon autant de fois qu'il est nécessaire sur une surface à mesurer n'est pas un cadeau du bon Dieu, mais le fruit d'une lente élaboration. Historique d'abord, ces arpenteurs égyptiens sont encore de bien piètres géomètres, et la découverte progressive par la société humaine d'une mesure rigoureuse, l'enfant doit la refaire en quelque sorte pour lui-même. On dirait que c'est une tour qu'on a mise sur une colline. Tu vois, elle tient. Et alors, toi, tu peux construire ici, dans le pré, une tour exactement de la même grandeur que celle-là. Ouais. Alors, je te donne tout ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Vas-y. Tu construis là. Ouais. Oui, on a mis les petits murs, tu vois, pour faire un peu plus difficile, hein. Mais tu peux aller regarder de l'autre côté, tant que tu voudras. Et sans aller regarder, tu pourrais construire de la même grandeur? Tu crois pas? Ça y est. Ça y est? Ouais. Comment tu fais avec tes yeux? Je regarde la dimension. La dimension d'où à où? De la hauteur. De la hauteur? Et tu regardes ça rien qu'avec tes yeux? Et tu es tout à fait sûr? Je ne suis pas tout à fait sûre sur la même grandeur.
Il y aura moyen de faire quelque chose pour être tout à fait sûr. Tu vas en te servir. Tu peux te servir de ça, tu peux te servir de ces petits baguettes. Tu sais? Non, c'est pas encore de la même hauteur. Presque, hein? On peut se tromper avec les yeux. Ouais. Oui. Je vais compliquer un peu les choses. Je vais la faire plus grande, hein? Et puis, on va voir si toi, tu peux de nouveau faire une tour tout à fait pareille, la même grandeur. Et cette fois-ci, je te donne que ça pour regarder. Comment est-ce qu'on va faire? Comptez au toit. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est plus grande, celle-là. Plus grande, hein? Ah bon, bah, tu as trouvé un truc, hein, pour mesurer. Vous avez pu voir que Patrick découvre effectivement la possibilité de construire un mesurant. Vous avez vu que d'abord, il s'était servi une baguette qui était plus longue que la tour modèle. Il a su, avec ses doigts, marquer la hauteur du modèle et transporter alors son mesurant sur sa propre construction pour se rendre compte que sa propre construction n'était pas d'égale hauteur que la tour modèle. Patrick a fait mieux encore. Patrick était aussi capable de prendre un tout petit mesurant quelconque et de le déplacer autant de fois qu'il était nécessaire, d'abord sur sa tour modèle et ensuite sur sa construction. Donc là, c'était véritablement la découverte. Ça va, celle-là? Ou ça va pas très bien? Pourquoi pas? Parce que c'est trop petit. Parce qu'elle est trop petite? Et celle-là, tu crois que ça va? Elle est trop grande. Elle est trop grande. Ça va pas? Ça va pas? Tu peux pas s'en servir? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et avec ça, on pourrait? Non, c'est trop petit. C'est trop petit. Et avec tous les petits, là, est-ce qu'on pourrait? Faire une grande colonne? Ah, vas-y. Non, ça, un truc. Oui, on peut. On peut. Et maintenant, on sait que c'est la même grandeur que là-bas? Oui. Danielle, à l'âge de 6 ans, elle ne pouvait pas encore se servir d'un mesurant plus grand ni plus petit, comme elle a dit. Et Danielle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a construit elle-même un mesurant avec ses petits plots de la même grandeur que ce modèle, mais elle n'avait pas encore l'idée de s'en servir comme une mesure. Elle ne l'avait pas encore transporté sur sa propre construction. Ça, c'est encore une autre possibilité. Seulement, ce qui arrive aux petits, c'est que lors du transport, ils écartent les mains, ou tout simplement, certains enfants les mettent dans les poches. Donc, il n'y a pas encore une conservation du mesurant. Oui? Tu sens ça dans tes mains?
Voilà. Voilà, tu crois que c'est la même grandeur? Non. Non? Certains même disent, mais j'ai regardé, je l'ai gardé dans mes yeux. Et ensuite, je regardais de nouveau et je l'ai eu dans mes yeux. Alors je sais, même si les différences sont assez considérables. Tu crois que ça y est? Oui. Oui? C'est la même grandeur? Oui. La même grandeur, la tour rouge, hein? Qui est la même grandeur dans les deux cas, hein? Oui, tu crois? Oui. Oui, tu es tout à fait sûr? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que c'est la même grandeur? Regardez là. Qu'est-ce que tu vois? Elle n'a pas la même grandeur. Pas tout à fait la même grandeur, hein? Partout nous trouvons des étapes, partout nous trouvons un même processus de construction progressif, d'étapes plus élémentaires à des étapes plus complexes. Et ces modes élémentaires de formation de la connaissance ont bien un caractère d'universalité. Je crois que oui. Il ne s'agit pas simplement d'un enfant X, un enfant Y. Il s'agit de certaines lois fondamentales qui sont sous-jacentes à la construction de la pensée humaine. Nous le trouvons ici, nous le trouvons aussi dans d'autres sociétés humaines, des mêmes modes de construction pour tous ces processus fondamentaux. Les enfants se ressemblent étonnamment les uns aux autres, du point de vue de ces fonctions cognitives. Je ne dis pas du point de vue de la personnalité, du caractère, mais du point de vue des mécanismes de formation de l'intelligence. C'est tout à fait frappant de voir les ressemblances entre les sujets que nous étudions. Et pas seulement au tout début, mais prenez un enfant moyen de 5 à 7 ans, vous retrouvez chez tous les enfants de 5 à 7 ans, sauf les très avancés et sauf les retardés, bien sûr, mais dans les moyennes, vous retrouvez avec une étonnante précision les mêmes réactions. Cette convergence des réponses, c'est sur les enfants genevois que vous l'avez trouvée. Ah oui, mais Dieu soit loué, on a fait ces derniers temps toutes sortes de recherches dans d'autres populations que les Genevois. On en a fait en Afrique, on en a fait en Asie, on en a fait à Haïti, on en a fait chez les Esquimaux du Canada, etc. Et partout, on retrouve les mêmes stades. C'est-à-dire qu'il faut préciser ici une distinction importante. Il y a l'ordre de succession des stades, et puis il y a l'âge moyen auquel un stade est atteint. Alors l'âge moyen varie bien sûr. Dans des sociétés peu développées, vous pouvez avoir du retard. En Iran, par exemple, chez les analphabètes de la campagne, il y a un retard de 3 ans en moyenne sur ce que nous trouvons à Genève ou sur ce qu'on trouve à Téhéran dans un milieu urbain. Mais à côté de l'âge moyen, qui n'a qu'une importance très relative, il y a l'ordre de succession, c'est-à-dire ce qu'on appelle en embryologie un ordre séquentiel, chaque stade étant nécessaire pour la formation du suivant. Eh bien, cet ordre séquentiel, on l'a retrouvé partout, avec une régularité frappante. Les variations observées dans l'âge d'acquisition des stades de l'intelligence sont parfois fort instructives d'un point de vue sociologique. Ainsi, des recherches comparatives entreprises en Côte d'Ivoire ont-elles mis en évidence une plus grande précocité des enfants africains durant les 18 premiers mois de la vie. Cette motricité mieux développée, ils la doivent sans doute au fait qu'ils sont portés sur le dos et ont ainsi un contact immédiat avec la mère. D'une manière générale, ils sont sans doute plus actifs que nos bébés couchés dans un berceau. Dès la seconde année, par contre, le rapport se renverse, et le retard qui s'accuse tient bien sûr à la forme de culture dans laquelle ils baignent. Ces variations chronologiques ne cessent d'ailleurs de s'amplifier à mesure que l'on s'éloigne des origines. Ce fait suggère que la stimulation sociale prend une importance grandissante au détriment des autres facteurs de développement, à commencer par la maturation du système nerveux. Celle-ci n'en joue pas moins un rôle essentiel, déterminant notamment l'ordre de succession des stades, dont la construction prolonge au niveau mental ce que l'embryologie accomplit sur le plan physique.
Ainsi, la diversité des formes de culture cache-t-elle une profonde unité de la logique humaine? Et si les capacités propres à tel enfant sont pour une part innées, la connaissance même en ses formes élémentaires n'est pas donnée. Elle apparaît au contraire comme une construction continuelle et ascendante. On peut étudier l'intelligence pour elle-même, sans faire appel à l'affectivité. Ah ben écoutez, l'affectivité c'est le moteur et l'intelligence c'est la structure. Alors pour actionner une structure, il faut bien entendu un moteur et bien entendu n'importe quelle recherche cognitive suppose par conséquent l'affectivité, au moins sous forme d'intérêt pour le problème dont on s'occupe. Sans cet intérêt, il ne se passe rien du tout, on ne travaille pas. Alors, l'affectivité joue un rôle fondamental donc à titre de dynamique ou d'énergétique de la conduite, mais l'affectivité n'explique pas la structure. Et du point de vue qui m'intéresse, qui est le point de vue de la théorie de la connaissance, n'est-ce pas, de l'épistémologie, c'est la structure qui importe, et cette structure, elle est indépendante de l'affectivité. Elle fonctionne uniquement sous l'effet de l'affectivité, mais en tant que structure, elle se bâtit par des lois structurales qui sont les lois de l'intelligence, de telle sorte qu'il n'y a pas besoin de s'occuper de l'affectivité, ce qu'on me reproche souvent, mais je ne suis pas psychologue pour la psychologie, je suis psychologue au service de l'épistémologie, ce qui est différent. Pensez-vous que la psychologie génétique est une science exacte? Que veut dire exact? Il n'y a d'exact en science que les sciences purement déductives, comme la mathématique et la logique symbolique. Une science expérimentale, à partir de la physique jusqu'à la biologie, c'est une science qui procède toujours par approximation successive, mais là, je crois qu'il n'y a aucune différence entre la psychologie biologique et les méthodes du biologiste. C'est l'expérimentation, c'est le contrôle des faits par des contre-épreuves, etc. Et en ce sens, on peut parler d'une science. Mais exact, je le répète, il n'y a que les mathématiques qui le soient. Vous avez enseigné la philosophie avant de réaliser ce que vous avez appelé une déconversion. Alors qu'est-ce qui sépare, à votre avis, approche philosophique et scientifique des problèmes? Ce qui sépare la science de la philosophie, c'est, me semble-t-il, deux choses. Premièrement, ne chercher que des questions pour lesquelles il y a une réponse possible avec des méthodes communes à tous les chercheurs, autrement dit des méthodes de vérification ou bien expérimentales ou bien déductives si c'est affaire de mathématiques. La deuxième différence entre science et philosophie, c'est que la philosophie vise la totalité du réel, et du réel pas seulement sous l'angle des connaissances proprement dit, mais sous l'angle des valeurs, et par conséquent suppose un engagement de la personne dans cette vision de l'univers. Et alors, d'un tel point de vue, il n'est pas possible de délimiter les problèmes. Un problème est toujours solidaire de tous les autres, et en particulier des évaluations morales, idéologiques, etc. Par conséquent, l'accord des esprits n'est pas possible, et étant donné qu'il y a plusieurs évaluations légitimes en face de l'existence et de la vie en général. On n'est plus dans le domaine de la science, mais dans celui de l'idéologie. Idéologie a souvent un sens péjoratif. Je dirais qu'on est en présence d'une sagesse, comme le veut l'étymologie même du mot philosophie. Sagesse, c'est-à-dire une prise de position raisonnée. Raisonnée, bien entendu, c'est-à-dire qu'il y a une part de connaissance, mais subordonnée à des engagements et à des jugements de valeur, ce qui n'est pas le cas en science. Alors en psychologie génétique, nous n'avons comme aucune tentation même d'introduire des jugements de valeur. L'enfant raisonne avec sa logique, l'adulte avec la sienne, et on voit l'évolution de l'une à l'autre. L'une n'est pas plus vraie que l'autre, ce sont des étapes.
L'intérêt de la perspective piagétienne n'est pas seulement théorique. Elle permet en fait une sorte de diagnostic du raisonnement de l'enfant normal. D'autre part, la mise en lumière de l'activité du sujet comme moteur de toute connaissance influence déjà largement la recherche en pédagogie et bouleverse des traditions solidement ancrées. L'intelligence, dit Piaget, se structure en fonctionnant. Et d'ajouter, chaque fois que l'on apprend quelque chose à un enfant sans le faire participer, on l'empêche de le découvrir lui-même. Je pense que ça dépend du but qu'on donne à l'éducation. Est-ce qu'on veut créer des esprits capables de nouveautés, d'invention, de construction, ou bien est-ce qu'on se borne à former des individus qui sont conformes à l'état actuel des choses et des connaissances et qui répètent simplement ce qu'on a déjà acquis? Alors, si le but de l'éducation est de créer des esprits constructifs, l'essentiel n'est pas tant la somme des connaissances acquises, mais la manière dont elles se forment et se construisent. Alors là, si vous donnez des leçons trop vite sur des points que l'enfant pourrait découvrir par lui-même, vous supprimez le facteur de création et de construction au profit du facteur de simple accumulation des connaissances. Mais l'accumulation des connaissances, on sait ce que ça vaut. Elles tiennent jusqu'à l'examen, qui est la plaie de l'enseignement, et puis quelques années après l'examen, chercher ce qu'il en reste. Voilà. Regarde bien, cette fois c'est plus aussi facile. Je sais. Tu sais déjà. C'est hein? facile. Moi aussi. Gianni, tu veux nous dire ce qui ne va pas? Gianni, c'est une botte qui ne va pas. Non. Attendez. Ah oui, c'est tout. Quelle farce est-ce que je vous ai fait? Moi, Gina. c'est pas celui-là, c'est une petite. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'elle dit cette étiquette? Petite. Ah ben, je pourrais me rappeler ce que m'a raconté un ami qui est devenu un grand mathématicien et un grand philosophe des mathématiques, et qui fait remonter sa carrière à un souvenir d'enfance qui ne peut naturellement pas localiser avec exactitude au point de vue de l'âge, mais enfin ça devait être 4 ou 5 ans. Il était assis dans son jardin et s'amusait à compter des cailloux. Et pour cela, il les avait mis en rangée, mettant de 1 à 10. Après quoi, il a eu l'idée de les compter à l'envers. Il est parti du dernier, il est revenu au premier, et à son grand étonnement, il a de nouveau trouvé 10. Alors, trouvant de nouveau 10, il a commencé à varier les positions. Il les a mis obliquement, il les a mis en cercle surtout, et il a de nouveau trouvé 10 en parcourant le cercle dans les deux sens. Et alors, ça l'a plongé dans un grand enthousiasme. En fait, il avait découvert ainsi que l'action de la numérotation, donc de constituer un tout cardinal, est indépendant de l'ordre. Il a pratiquement découvert la commutativité de l'addition. Ben voilà un exemple où la découverte d'un enfant spontanément faite par lui-même, n'est-ce pas, est bien supérieure à ce que cet enfant aurait acquis si on lui avait expliqué la chose du dehors. Ça aurait été un enseignement comme un autre, oublié probablement comme un autre, et non pas une découverte qui pèse et qui agit sur la suite des événements. Il y a encore aujourd'hui un peu de confusion par rapport à ce qu'on entend par l'activité de l'enfant. On parle d'école active, etc., ceci déjà depuis un certain temps, mais souvent on dit lorsque l'enfant manipule, lorsque l'enfant bouge, lorsqu'il ne reste pas assis sur son pupitre, mais il se déplace, ça c'est être actif. Et ce n'est pas seulement ça en fait. Être actif, ça veut dire rechercher activement les informations que la réalité nous offre. Ça veut dire interroger la réalité. Pour l'interroger, il faut lui faire une certaine violence. Il faut la faire bouger. Il faut
il faut, je ne sais pas, prendre un caillou puis le jeter dans l'eau pour voir ce qu'il fait. Parce que si vous regardez un caillou comme ça, en le laissant là, vous ne comprenez pas que lorsqu'on le met dans l'eau, il peut flotter ou pas flotter, etc. C'est en faisant soi-même l'expérience, donc en modifiant la réalité, qu'on comprend comment elle se comporte. C'est ça ce que Piaget veut dire lorsqu'il dit que la connaissance est activité. Et c'est ça, à mon avis, dont il faudrait tenir compte d'un point de vue pédagogique. Comment le sujet lit-il le réel? Comment l'enfant découvre-t-il le monde? Ben, ça dépend du niveau auquel il se trouve. Vous savez qu'il y a pas mal d'expériences, même simplement au niveau uniquement perceptif, où on montre qu'on ne perçoit pas ce qu'on ne connaît pas. On ne perçoit pas ce qu'on n'est pas prêt à percevoir. Alors, selon le niveau donc de connaissance auquel se trouve l'enfant, si on lui montre un phénomène quelconque qui est au-delà de ce niveau, ben, il ne va pas le percevoir, il va pas... Non seulement il ne va pas le comprendre, mais vraiment il ne va pas le voir. Alors Corinne, qu'est-ce qu'on a là-dedans? De l'eau. De l'eau, hein? Alors on va mettre la bouteille dans le sac, on va la cacher. Puis on va la mettre là-dessus, sur le plot. Tu vois ce dessin? Elle est où la bouteille? Elle est là, hein? Et puis ça, c'est quoi? Trait. C'est un trait, hein? C'est le plot. On va dire que c'est le plot, d'accord? Oui. Alors je te donne le crayon rouge, comme l'eau, qui est rouge, et tu vas me dessiner. On va dessiner l'eau qui est dans la bouteille. Hein? Tu vas faire une ligne pour montrer où elle est l'eau. D'accord? Dessine-moi sur cette bouteille. Où est-ce qu'elle est, l'eau? Tu peux faire une ligne pour montrer jusqu'où elle arrive, l'eau? Jusqu'où elle arrive. Très bien. C'est très bien. Regarde maintenant. Tu vois la bouteille de nouveau, hein? Elle est comment cette fois, la bouteille? Elle est comme ça. Tu vois? Oui. Hein? Tu peux me dessiner une ligne pour montrer comment elle est l'eau dans la bouteille? Jusqu'où elle va? Comment elle est? Tu vois comment je tiens la bouteille? Comme ça. Très bien. Et puis l'eau, elle est où? Tu me montres juste, tu fais une petite croix pour montrer où elle est. Hein? Là, oui. Voilà. Je la pose comme ça cette fois, d'accord? Elle est comme ça. Alors tu vas dessiner de nouveau une ligne avec une petite croix pour montrer où elle est l'eau. Hein? Dessine voir. Tu fais une ligne et puis la croix. Très bien. Maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va enlever le sac de nouveau. On va voir l'eau. D'accord? Tu regardes très bien et tu fais une ligne de nouveau. Tu dessines l'eau. C'est juste, hein? Très bien. Après, on remplit. Tu veux? Hein? Après. Maintenant, tu vas bien voir, parce qu'il n'y a plus le cage, il n'y a plus le sac. Hein? Tu vas bien regarder l'eau. Et puis tu vas dessiner. Regarde bien, bien. Alors, tu me dessines? T'as bien vu, hein? Très bien. Tu tiens la feuille, moi je vais poser la bouteille. Comme ça, tu regardes bien, hein, parce qu'il faut copier maintenant. Maintenant, tu sais ce que tu vas me dessiner ici? Une maison. Hein? Une belle maison avec un toit. D'accord? On pourrait se demander si les difficultés rencontrées par l'enfant ne tiennent pas pour une part au caractère un peu technique de l'épreuve proposée.
En fait, il n'en est rien et cette absence d'un système de référence se manifeste aussi dans ses dessins spontanés. Qu'est-ce qu'on va mettre encore? Elle est très belle, mais qu'est-ce qu'on va mettre encore? Une cheminée, oui. À 77 ans, Jean Piaget occupe une place à part dans le monde scientifique de notre pays. Docteur honoris causa d'une trentaine d'universités, ses travaux jouissent d'une notoriété mondiale. Comme ses conceptions dérangeaient des vérités trop bien établies, il n'en a pas moins été longtemps l'objet de vives critiques. Mais ces polémiques ne l'ont guère fait dévier du chemin qu'il s'était tracé il y a plus de 40 ans. Tour à tour, le nombre, l'espace, la causalité physique, la vitesse, la perception ou l'image mentale ont servi de thème de recherche et ces études disparates renvoyaient toutes à la même question fondamentale: comment la connaissance est-elle possible? Pour y répondre, Piaget eut l'idée de remonter à la source, c'est-à-dire à la naissance. Ainsi a-t-il jeté un pont entre les tâtonnements du nourrisson et les recherches les plus actuelles du physicien. L'image est facile du savant solitaire qui poursuit ses travaux à l'écart du monde, et certes, elle comporte une part de vérité. Mais sans le travail en équipe, il n'aurait guère été possible de mener à bien une œuvre d'une telle envergure. Chaque lundi, Jean Piaget anime les réunions du Centre d'épistémologie génétique qui continue de représenter une aventure intellectuelle unique en son genre. C'est pour animer un cerveau ralenti, Il s'agit de faire coopérer autour d'un même sujet des spécialistes venus des horizons les plus divers, logiciens, mathématiciens, physiciens, biologistes et psychologues, chacun apportant l'éclairage qui lui est propre. Extraordinaire souci de vérification, voulant un jour préciser les influences respectives de l'hérédité et du milieu dans l'adaptation biologique, Piaget se livra à quelques 80 000 observations différentes sur l'espèce choisie avant de formuler la moindre hypothèse. Même à 7 ans, il commence à... Je comprends. Comme dit Albach, pour l'adulte, il nous faut un brin de réflexion déjà pour voir que au plus 1 veut dire 0 aussi bien que 1. Et alors, c'est pas ça qu'il faut faire. C'était utile peut-être d'avoir fait l'analyse linguistique, mais ce qu'il vous faut faire, quand votre maman sort et revient avec quelque chose à distribuer, qu'elle distribue d'une manière telle que ça réalise votre au plus 1 ou au moins 1, et vous demandez à l'enfant de l'écrire. Après plus de 40 années de recherche sur la psychologie enfantine, pensez-vous être arrivé au terme, avoir fait le tour du problème? Non, loin de là. Très loin de là. Tout nouveau problème, toute nouvelle solution engendre de nouveaux problèmes, comme partout. Il vous faut donc poursuivre. Bien sûr. Avec allégresse.